Cette émission vous est offerte par l'École supérieure des affaires, ESA, le label des diplômes de qualité. Le Togo veut impliquer davantage sa diaspora à son processus de développement. Ces dernières années, le gouvernement togolais a multiplié les initiatives à son endroit. La dernière en date, c'est le lancement du projet de création du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Nous en parlons sur ce plateau avec un Togolais de la diaspora, grand spécialiste de la question, Safiou Radji. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci, cher Gaëtan, de m'inviter pour ce sujet très important pour notre pays, effectivement. Vous êtes expert comptable, il faut le rappeler. Safiou Radji, combien sont-ils ces Togolais de l'extérieur et où résident-ils? Environ, le chiffre qui circule souvent, c'est à peu près 2 millions de Togolais de l'extérieur qui existent à travers le monde. Et là, l'étude qu'on a fait, qui soit à jour, nous fait savoir que les 2 tiers de la diaspora africaine en général reste en Afrique. Donc je pense que pour le Togo ici, on doit avoir à peu près les mêmes proportions. Un gros tiers qui se trouve à l'extérieur, hors Afrique, et qui est regroupé principalement en Europe, aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une attention particulière qui est accordée à une diaspora ou à une autre selon la région où elle se trouve? En fait, la démarche du gouvernement se veut une démarche très égalitaire, je dirais même inclusive. Donc le gouvernement a souhaité, dans le travail qui nous a été demandé, enfin d'ailleurs j'en profite pour saluer d'ailleurs mes collègues Antoine Bikobou et le directeur Kofi Akapo, avec lesquels on travaille au niveau du ministère pour son excellence le professeur Robert Doucet. Le travail qu'on essaie de faire se veut un travail un peu de bénédictin. On essaye vraiment de partir à la base pour les informations les plus pertinente qu'on soumet à l'appréciation du ministre, qui tranche en général en tenant compte de ces 2 critères, l'inclusivité et c'est ce qu'il appelle lui-même comme exigence, le fait qu'on implique le maximum de personnes, quoi, tout simplement. Et les résultats de vos travaux, c'est le lancement de ce projet de création d'un Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Comment vous pouvez nous le présenter? Pour dire en 2 mots, d'abord, il faut se mettre à l'esprit du contexte dans lequel nous sommes, de notre pays où, depuis les indépendances, la question de la diaspora s'est posée de manière récurrente. Et il faut reconnaître la vision du chef de l'État actuel, son Excellence Faure Sozina Gnassingbé, qui a bien voulu prendre en main cette question de la diaspora. Et d'ailleurs, en le confiant au ministre Robert Doucet, il faut le savoir, c'est le ministre qui a un peu la meilleure image du Togo à l'extérieur. Donc c'est plutôt bienvenu de confier le soin à ce ministre qui est très apprécié à l'extérieur, par les Togolais comme les autres, de prendre en charge cette question de la diaspora. Et vous savez que l'intitulé du ministère a été changé il y a moins d'1 an, et depuis la modification du titre du ministère, qui est devenu le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, il n'a pas arrêté de vraiment multiplier les initiatives depuis qu'il a lancé sa feuille de route en avril dernier. Donc l'objectif, quand le ministre a voulu mettre ce 2e chantier en route, c'est de démontrer à la diaspora qu'il veut tout de suite leur donner les outils de travail pour pouvoir s'impliquer directement dans le développement national. Donc c'est ça l'objectif qui est derrière le Haut Conseil, c'est de mettre en place un espace de dialogue, un espace d'abord qui soit fédératif pour que toutes les représentations de la diaspora s'y retrouvent, puissent avoir de la concertation, puissent formuler des propositions, des avis, des recommandations. Donc, une vraie démarche participative, de démocratie participative. C'est ça qui est derrière la mise en place du Haut Conseil, pour qu'enfin, on dispose d'un outil institutionnel de haut niveau, puisque ça serait rattaché au ministre, au ministère, qui puisse permettre de dialoguer directement avec le ministère et le gouvernement des questions concernant la diaspora, que ce soit pour la mise en œuvre des projets que les gens de la diaspora veulent réaliser au Togo, mais aussi pour d'autres sujets qui concerneraient la diaspora de manière générale, y compris la défense de leurs droits à l'extérieur. Ce dont s'occupent déjà beaucoup les consulats, les missions consulaires et diplomatiques, mais le ministère veut mettre un accent particulier sur ces aspects-là qui permettent aux gens de la diaspora de sentir la proximité du gouvernement à leur côté. Est-ce que ça veut dire que pour des initiatives que le gouvernement prenait avant, il n'y avait pas véritablement un interlocuteur en face?
Non, c'est pas tout à fait ça. Il s'agit d'une amélioration. Donc, dans les processus gouvernementaux, il faut garder à l'esprit le fait que les choses se font par sédimentation. C'est-à-dire, on ajoute une couche à une autre couche qui existe déjà. La couche existante au Togo, elle était déjà pas mal. Parce qu'il y avait une direction des Togolais de l'extérieur, comme un peu partout dans la région, qui opérait et qui faisait vraiment le maximum pour répondre aux besoins de la diaspora. Enfin, je peux en témoigner, puisque moi-même, je suis un produit de la diaspora, même si je travaille beaucoup au Togo. Et je peux vous dire qu'au niveau du ministère, la direction des Togolais de l'extérieur est une des directions les plus actives, qui travaille en permanence avec l'extérieur, mais vraiment en permanence, en continu, parce que le directeur a un numéro direct pour appeler l'étranger. Donc c'est vraiment une direction que le ministère a voulu étoffer, donner la densité qu'il faut pour relever les défis qui se posaient dans l'amélioration voulue de la relation avec la diaspora. Donc il y avait ce travail-là qui était déjà fait. N'oublions pas aussi qu'il y avait une structure qui a été mise en place au niveau de la primature, juste après la conférence de Bruxelles en 2009, pour porter toutes les questions des retours des compétences avec ce qui a été fait par mon collègue Antoine Bekobu. Donc on a déjà un certain nombre d'existants qui a permis notamment d'avoir le fait qu'il n'y a plus d'exigence de visa à l'entrée, un certain nombre de facilitations qui ont déjà été obtenues. Donc on part avec des acquis solides, donc je tiens à le rappeler. Et donc la démarche qui consiste à mettre en place le Haut Conseil, c'est vraiment le niveau que je qualifierais d'institutionnalisation d'un certain nombre de choses. Puisque là, on met en place un dispositif qui va appartenir en réalité à la diaspora. Alors, peut-être, est-ce qu'on peut être tenté de parler ici d'une innovation? Bien sûr qu'il s'agit d'une innovation, parce que si vous regardez le paysage en ce qui concerne la manière de gérer les relations avec la diaspora dans les autres pays, cette instance de Haut Conseil des Togolais des étrangers de la diaspora, des étrangers d'un pays donné, existe dans pratiquement tous les pays de la sous-région. Et notre pays devait aussi se mettre à ce niveau-là. C'était déjà une première motivation de la nécessité de mettre en place le Haut Conseil. Mais on a une motivation plus importante, plus profonde. Parce que le Togo a une diaspora très active, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, il était important qu'il y ait une espèce de plateforme qui permette à la diaspora d'être beaucoup plus en concertation, d'être beaucoup plus en inclusion pour être capable de dialoguer avec le gouvernement dans des conditions beaucoup plus structurées, plus professionnelles, plus rigoureuses, avec des résultats attendus. Donc c'était un peu ça la démarche qui a été faite par le Togo, qui maintenant rejoint un peu le concert des autres pays dans la région, qui disposent tous pratiquement des structures qui correspondent grosso modo au Haut Conseil, ou des Béninois de l'extérieur, ou des Maliens de l'extérieur, ou des Ivoiriens de l'extérieur, ou des Burkinabés de l'extérieur. Alors, pour ce qui concerne le Togo, quelle mission et quel profil pour les délégués pays membres du HCCTE? L'objectif que souhaitait le ministère, mais aussi, je pense, la diaspora, c'est que les gens qui les représentent soient des gens qui aient une capacité à dialoguer, à animer des équipes, à porter des projets. Parce qu'au niveau de chaque pays, la proposition qui est faite dans la mise en œuvre du projet de Haut Conseil, c'est qu'on puisse disposer des groupes de travail permanents, qui puissent travailler et remonter un certain nombre de choses au niveau du Haut Conseil, puis transmises au niveau du gouvernement. Donc c'est vraiment un travail très architecturé qui a été préparé par le ministère et qui se veut là encore très participatif, parce qu'on donne vraiment aux délégués qui seront désignés dans chaque pays une certaine délégation de toute la mission qui revient au Haut Conseil. C'est une démarche que le ministre a souhaité pour vraiment donner une vision démocratique de l'approche. Tout ce que les délégués ont le droit de voir, c'est vraiment la traduction parfaite de ce que le Haut Conseil est censé faire au sens du décret qui va être publié pour la mise en place du Haut Conseil. Donc c'est vraiment une démarche transparente pour que les personnes qui seront élues au bout du processus électoral se sentent vraiment habitées par la mission de porter un travail patriotique pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt des membres de la diaspora, la défense de leurs intérêts et de faire en sorte que désormais, au titre de ce pays-là, c'est eux qui portent le message fort pour vendre aussi le rayonnement et l'image du pays dans ce pays. Alors, vous parlez là d'un outil vraiment très bien structuré, à vous entendre parler. Alors, comment on peut décrire l'organisation et le fonctionnement de ce Haut Conseil? Je donnerai juste quelques indications pour ne pas trop ennuyer nos auditeurs, mais comme toute instance de ce type dans les autres pays, il y a en général 3 à 4 composantes. Et je me limiterai aux 3 qui sont les plus récurrentes. La première composante d'une instance comme celle-là, fédérative et inclusive, c'est d'avoir une assemblée générale qui permet vraiment à tous les délégués pays de pouvoir se réunir une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, selon la périodicité définie, pour débattre
et porter à la connaissance de la structure les questions les plus importantes, les sujets les plus importants qui leur tiennent à cœur pour que ça puisse être faire l'objet d'une échange avec le gouvernement. Donc l'Assemblée générale, c'est une instance capitale dans le fonctionnement du Haut Conseil. À côté de ça, le gouvernement a souhaité aussi avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, des groupes de travail, qui sont en fait des commissions qui sont organisées par thématique. Une des thématiques, c'est tout ce qui est affaires économiques et financières. L'autre thématique, c'est tout ce qui est affaires concernant la défense des droits des Togolais à l'extérieur, et puis quelque chose de beaucoup plus générique qu'on a considéré comme étant la commission des affaires générales, pour qu'on puisse traiter des sujets courants qui puissent intervenir. Donc en plus de ces deux composantes, la troisième composante où le Togo a innové aussi, c'est ce que dans d'autres pays on appelle le secrétariat permanent. Mais notre pays a voulu aller encore plus loin en mettant plutôt en place un guichet diaspora, une vraie instance technique, une vraie étude technique qui permet aux gens de la diaspora de pouvoir discuter directement avec le ministère, être sûr d'avoir un accompagnement technique de haut niveau, et aussi, quand ils ont des projets, d'être sûr, quand ils présentent le projet, qu'on les accompagne jusqu'à la mise en œuvre. Donc c'est aussi ça l'innovation de notre approche, qui consiste en fait, à travers ce guichet qui s'adosse à tout le reste de la structure du Haut Conseil, de disposer d'un outil d'accompagnement de la mise en œuvre des projets de la diaspora. Alors, comme ce fut le cas ailleurs, cette initiative devrait normalement venir de la diaspora elle-même. Pourquoi c'est le gouvernement qui prend le devant? Gaëtan, avec vos questions souvent perfides, je vais donner d'abord la vision de l'expert que je suis, et ensuite je vous dirai l'approche du Togo. En principe, la démarche de création du Haut Conseil obéit à deux écoles. Il y a deux écoles. C'est mon collègue Antoine Bekabou qui vraiment rappelle souvent ça. Il y a deux écoles. Il y a une première école qui consiste en fait à voir comment les organisations, les représentations de la diaspora d'un pays donné s'organisent entre eux, arrivent à trouver un modus vivendi pour créer une instance qui les représente, qui paraît restituer la pluralité, la diversité des composantes de la diaspora. Et une fois qu'ils ont mis en place cette instance véritablement fédérative et inclusive, ils viennent vers le gouvernement pour faire en fait officialiser, institutionnaliser cette instance fédérative pour les représenter et être leur porte-parole. Il y a cette première école, mais qui n'est pas l'école la plus utilisée, contrairement à ce qu'on dit souvent. Et il y a une deuxième école qui consiste en fait pour les États, dans leur démarche souveraine d'État, de dire on a besoin d'une instance de dialogue dans notre organigramme institutionnel. Il s'est même demandé par les partenaires au développement de disposer de cette instance de dialogue avec la diaspora. Et donc, indépendamment de la capacité de la diaspora à s'organiser, à être vraiment fédératif, à se comprendre, nous, on met en place ce cadre et par les mécanismes d'élection ou d'autres mécanismes, on les insère dans le dispositif et après, c'est eux qui le prennent en main pour l'animer et le faire vivre et s'en servir comme une tribune pour parler et dialoguer avec le gouvernement. Donc, les deux écoles existent. Et nous, on a plutôt prendre la deuxième école, d'abord parce que c'est une demande de la diaspora. On a fait des assises en 2014 en Europe, aux États-Unis et à Lomé pour l'Afrique. Et il en est sorti une demande de la diaspora de disposer... La diaspora a demandé à ce que ce soit une initiative du gouvernement? Non, ils ont demandé que le Haut Conseil soit mis en place. C'est pas qu'ils ont demandé que ce soit mis en place spécifiquement par le gouvernement. On a laissé le temps depuis 2014 de voir ce que la diaspora elle-même pouvait prendre comme initiative. Le temps est passé et là, le gouvernement doit prendre ses responsabilités parce que c'est une question aussi d'efficacité par rapport à l'action gouvernementale. Donc, on a pris cette option-là qui consiste à mettre en place un cadre et pour éviter qu'il y ait des discussions sur les mécanismes par lesquels les personnes sont désignées et qu'on a une vraie représentativité de leur désignation, le mode qui a été choisi, c'est le vote des personnes qui seront les délégués pays qui vont représenter au sein de ce Haut Conseil. Donc, en fait, on a réussi, quelque part, à faire le mix entre les deux modèles. Un modèle qui arrive à concilier la représentativité des gens dont on ne peut pas contester le fait que, étant élus, il traduit bien un choix de la collectivité dans le pays où ils ont été sélectionnés. On a concilié cet objectif-là avec l'exigence de souveraineté nationale qui veut qu'à un moment donné, on a besoin d'une instance de dialogue avec la diaspora et que cette instance devenait urgente. Voilà. Alors, ça fait rager le rôle de la diaspora dans le processus de développement du pays, n'est plus à démontrer. Alors, quelles sont les mesures incitatives prises à son endroit pour l'inciter à investir davantage au Bercail? D'abord, il faut partir d'un élément factuel. Donc moi-même aussi, j'ai eu à faire l'expérience.
beaucoup parmi nous dans la diaspora, nous ne maîtrisons pas ce qui est disponible aujourd'hui pour n'importe quel citoyen qui veut créer une entreprise et faire des projets au Togo. Je fais mon meilleur coupable moi-même aussi. En tant qu'expert comptable, c'est un sujet que je devais mieux maîtriser, mais je dis que dans la diaspora, on ne le maîtrise pas assez. Pas parce qu'on ne s'implique pas parce qu'on ne s'engage pas, mais parce que les tests bougent énormément et qu'il nous faut encore plus nous engager pour mieux connaître nos tests. Donc, il faut déjà qu'on s'approprie de l'existant. Et l'existant est assez riche en matière de dérogation, de facilitation, et même, je dirais, d'environnement des affaires qui est beaucoup, mais vraiment d'une meilleure qualité. Enfin, je ne veux pas revenir sur tous les prix et tous les résultats qu'on a obtenus cette année, qui ont été vantés pendant le Forum économique Togo-Union européenne. Donc, on sait qu'on a déjà un contexte très favorable qu'on doit mieux maîtriser nous-mêmes en tant que membres de la diaspora. Ce qu'on essaie de faire au niveau du ministère, c'est de voir, quand le Haut Conseil sera mis en place, comment on peut faire en sorte que ces informations-là qui concernent les facilitations, toutes les dérogations qui sont accordées spécifiquement à la diaspora ou à toute personne qui doit créer une entreprise, notamment le nouveau code d'investissement, on va nous-mêmes envoyer un mail à chaque citoyen togolais vivant à l'extérieur pour leur donner cette information directement. C'est ce travail de mailing direct qui va être aussi l'apport du ministère dans la démarche en s'appuyant sur les délégués pays qui vont être désignés parce que c'est eux qui connaîtront mieux leur pays et qui sauront vers qui peuvent aller ces informations-là pour les renseigner. Donc, il y avait d'abord un problème de déficit d'information. Le deuxième aspect que je voulais souligner, c'est que à l'intérieur même de notre pays, on est en train de mettre en place un certain nombre de dispositifs qui montent en puissance, surtout depuis le nouveau ministre du secteur privé, son Excellence M. Adédé, qui veut qu'en fait, l'accès aux informations sur les conditions de fonctionnement du secteur privé soit vulgarisé. Il a une stratégie là-dessus qui percute bien à l'étranger. La diaspora aussi va aussi profiter de cet accès plus facile aux informations sur tout ce que le Togo offre pour accueillir les investisseurs, pour faire du Togo vraiment une terre d'opportunités en matière d'investissement. On l'a compris, autant d'initiatives pour inciter davantage la diaspora à investir au pays. Safi Ouradji, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique avec Safi Ouradji, expert comptable, et nous parlons de ce projet de création d'un haut conseil des Togolais de l'extérieur. Safi Ouradji, quels sont les secteurs porteurs dans lesquels vous pensez que la diaspora togolaise peut suffisamment investir au Togo? Écoutez, il se trouve que dans mes travaux que je fais au pays, moi-même je suis amené à réfléchir sur ces problématiques-là. Donc je pense que je peux vraiment donner quelques conseils, quelques indications sur les secteurs, mais aussi sur l'approche. Parce que c'est beaucoup plus au niveau de la méthodologie que je pense qu'au niveau de la diaspora, on a besoin d'être accompagné et aidé. La première chose que je conseille en termes d'approche, c'est vraiment de se rapprocher un peu plus de deux instances importantes. La Chambre de commerce, et le patronat d'ailleurs, et le CFE, le Centre de formalité d'entreprise. Quand on veut faire un projet au Togo, il faut se rapprocher de ces deux institutions-là, vraiment en amont. La deuxième chose que je voudrais donner comme indication avant de parler des secteurs porteurs, c'est que réussir des projets au Togo, c'est comme réussir des projets partout dans le monde. J'insiste là-dessus. Qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire qu'il faut les mêmes atouts, il faut les mêmes engagements, il faut encore peut-être plus travailler que là où on vit à l'extérieur, où on a un certain nombre de facilités. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on a eu quelques atouts et quelques appétences et quelques facilités à l'extérieur, quand on rentre au pays pour faire des projets, les choses seront plus simples ou plus faciles. Bien au contraire. Parce que les gens qui vivent au pays, ils ont les mêmes capacités que nous, ils ont le même volontarisme que nous pour réussir. Donc, il faut les challenger. Il faut réussir à aller plus vite, plus loin que dans la réalisation des projets. Voilà ce que je voulais donner juste en termes de modestement comme conseil. Maintenant, sur les secteurs porteurs dans le pays, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'éléments dans la stratégie même de développement du pays qui ouvrent des perspectives pour la diaspora. Le premier que je voulais citer à ce titre, c'est le fait que l'État a décidé que 20% des marchés, désormais, seront dédiés à la jeunesse togolaise. Ça, ce créneau-là, qui est ouvert, sur lequel la diaspora n'est pas informée, je tiens à porter cette formation à leur connaissance pour qu'ils puissent savoir que désormais, sur la plupart, je dis bien la plupart, des marchés publics qui sont publics et ouverts au Togo, ils ont la possibilité de gagner jusqu'à 20% de cette portée de marché qui est ouverte. Et les chiffres sont vraiment importants. Donc, il faut que tout le monde s'y intéresse. Deuxième créneau, parce que là, je parle d'abord des créneaux de manière globale.
deuxième chrono d'opportunité qui est proposé, c'est tout ce que le gouvernement attend de la diaspora comme investisseur privé dans le cadre du PND. Le plan national de développement. Voilà. Là, on parle de 60% des besoins de financement qui sont estimés, je crois, à 8 milliards, si je m'abuse au niveau des chiffres. Donc, c'est des chiffres énormes. Donc, ça ouvre aussi une opportunité pour les gens nous les Togolais de l'extérieur, d'aller chercher des investisseurs qu'on peut amener sur des projets précis. Et on a la liste des projets qui est publiée. D'autres projets aussi peuvent venir en plus de la liste qui est publiée. Donc, c'est là encore une fenêtre, une grande porte qui est ouverte à la diaspora pour saisir des opportunités de s'impliquer, d'investir dans le pays. Maintenant, pour ce qui est des secteurs porteurs, c'est peut-être ma déformation professionnelle qui va me faire dire ça. Il se trouve que notre pays est un pays agricole. On ne le dit pas assez. C'est un pays d'agriculture. La part du PIB qui vient de l'agriculture, on le connaît, c'est pratiquement la moitié. Je crois, grosso modo, 40%. Et je sais aussi qu'en termes de ressources humaines actives, c'est le secteur agricole qui apporte le plus de potentiel. Si vous regardez aussi au niveau des investissements que fait le Togo sectoriellement, c'est encore l'agriculture qui porte le plus d'investissements. Donc, moi, je dirais aux jeunes Togolais de l'extérieur, aux Togolais de l'extérieur qui ont envie d'investir au Togo, de regarder d'abord le secteur agricole. Parce que c'est là où il y a le plus de gisements de croissance, de gisements de développement, même de facteurs favorables pour accompagner le développement, puisque le système de MIFA, par exemple, le programme de MIFA qui est mis en place, c'est vraiment pour faciliter le travail aux investisseurs qui s'engagent dans le secteur agricole. Donc, je dirais d'abord et avant tout l'agriculture. Et encore l'agriculture. Le deuxième secteur que je trouverais comme étant un secteur très porteur, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on peut appeler l'économie numérique. L'économie numérique. Mais si je pousse l'analyse très loin, je dirais même les économies nouvelles. Donc l'économie numérique, l'économie bleue et l'économie verte. Ce que j'appelle, moi, dans mon jargon, les économies nouvelles. Tous ces secteurs-là sont des secteurs très porteurs au Togo. Le numérique, pour les raisons que l'on sait, sur lesquelles on ne va pas revenir. L'économie bleue, parce qu'on est un pays maritime, très important pour la région. Donc, tout ce qui vient dans le secteur maritime est très porteur, forcément pour avoir des activités, développer des emplois, créer de la richesse pour le secteur. Et ce qu'on appelle l'économie verte, c'est tout ce qui tourne autour de l'écologie, du développement durable, les énergies renouvelables. Notre pays a un des plus grands projets dans la région ouest africaine en matière de développement durable à travers les énergies renouvelables. Tous les projets qui sont lancés au Togo pour équiper en kit mobile, en kit individuel, ce sont des projets qui sont autant de potentiel pour développer en matière de projets solaires. Donc voilà les deux grands piliers que je donnerai. L'agriculture et les économies nouvelles, avec les composantes que j'ai données, l'économie numérique, l'économie bleue et l'économie verte. Alors, parlant de l'agriculture, elle est visée par l'axe 2 du plan national de développement 2018-2022. Vous pensez que c'est un terreau fertile pour cette diaspora? Mais en fait, non seulement c'est le terreau fertile, mais c'est peut-être là où la diaspora a le plus à apporter. Si vous regardez l'architecture même, si je prends l'exemple des agropoles, sur lesquels j'ai eu la chance de travailler pour le pays. Si vous prenez les agropoles, par exemple, tout ce qui est attendu au niveau des agropoles de l'extérieur, ce sont exactement les choses que la diaspora peut apporter. Tout. Je parle des filières où on attend des compétences et des valeurs en matière de ressources humaines. Je parle aussi des secteurs nouveaux qu'on veut développer en matière d'exportation, où la diaspora aussi peut être un relais puissant pour développer l'exportation. Et à ce titre, il y a un exemple d'un Togolais, d'un jeune Togolais, Christophe Kakaba, qui a déjà développé une filière bio pour exporter vers l'Europe. Il le faisait depuis l'Espagne. Et ce jeune homme a créé le groupe qui exportait le plus de produits agricoles du Togo vers l'extérieur. Il a eu des difficultés. J'espère qu'il va revenir pour confirmer l'exemple de ce que la diaspora peut faire en matière de développement de projets agricoles dans notre pays. Donc l'agriculture reste pour moi le premier exemple que je donnerai de secteur que la diaspora doit vraiment porter, supporter, soutenir et investir massivement. Et j'explique aussi pourquoi il faut encourager la diaspora à s'impliquer dans le secteur agricole. Beaucoup de gens de la diaspora sont des gens qui sont très proches de la terre, qui sont très attachés à leur terre d'origine. Il se trouve que le développement agricole, c'est un des projets au niveau humain qui permet de concilier le mieux l'engagement, l'attachement à la terre et la volonté de s'épanouir et de développer
un parcours personnel. Donc je me dis, c'est aussi la rencontre aussi, y compris sur le plan, je dirais, spirituel, pour les gens qui veulent se développer et revenir au pays dans les meilleures conditions. Le retour à la terre. Le retour à la terre. Voilà. Alors Safiou Radji, nous allons revenir sur notre HCTE, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Décrivez-nous le processus électoral pour la désignation des 77 délégués pays devant représenter les Togolais résidant à l'extérieur. Le mécanisme, en fait, se veut très simple. Puisqu'on a choisi, le ministre a opté pour une approche qui puisse être disponible partout. Et donc, c'est l'électronique qui règle la question. Donc, on a choisi une approche de vote par électronique. Donc, tous les Togolais de l'extérieur, où qu'ils soient dans le monde, dès qu'ils ont Internet, peuvent voter. On est même en train de réfléchir à une application qui permettrait de pouvoir faire travailler le système, même hors connexion, et puis quand le système est connecté, les renseignements seraient envoyés. Je parle de l'accès à l'information. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que si on veut pouvoir faire intervenir des individus qui sont dans le monde entier et s'assurer que tout le monde sera traité de la même manière, il n'y a que l'électronique qui donne la solution la plus simple, la moins critiquable et surtout la plus traçable. Parce que le ministre a exigé que la question de la transparence de ce vote et de sa solidité en termes de crédit soit la plus irréprochable possible. Donc, les techniciens qui ont travaillé sur ce volet électronique sous la supervision du ministère avaient un cahier de charges assez strict en matière de qualité du processus électoral. Et le processus commence par un appel à inscription pour les électeurs et un appel à inscription pour les candidats. Donc, c'est deux processus parallèles qui permettent de bien séparer l'approche pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la démarche. Pour le processus concernant l'appel à inscription, il s'agit simplement, avec sa carte d'identité ou son passeport ou un des documents qui justifie l'identité, très simple, de le télécharger avec une photo pour acter le fait que vous êtes votant. Et à partir de ce moment-là, vous avez un numéro d'identifiant qui vous permet le jour du vote d'utiliser ce numéro pour connecter et vous voter avec les candidats qui sont présentés, avec une phase de campagne aussi qui l'aura précédé. Donc voilà pour ce qui est du processus concernant l'appel à élection à inscription pour devenir votant. Le deuxième processus, ça concerne les candidats, avec un appel à candidature qui aussi suit un processus électronique qui consiste en fait à déposer sa candidature pour être délégué pays, à exprimer sa volonté d'être patriote pour accompagner ce projet, faire en sorte qu'on puisse assurer réellement avec un certain nombre d'éléments de justification, de motivation de la volonté d'être délégué pays, parce qu'on considère que c'est une mission sacerdotale qui demande un engagement personnel. Et sur la base de ce dossier, il y a un travail qui est fait par un jury indépendant qui est placé aux côtés du ministère pour s'assurer que les délégués qui sont retenus et présentés en candidature pour aller au vote correspondent bien aux exigences pour pouvoir assumer cette mission qui a une dimension patriotique très importante. Pour l'amour du pays, le respect des institutions de la République, le fait d'être attaché aussi à un certain nombre de valeurs universelles en matière de démocratie, tout ça, on le vérifie à travers des lettres de motivation, mais aussi même à travers un certain nombre d'échanges qu'on va avoir avec les gens avant de décider de ce qu'ils vont faire. Une fois qu'ils ont été présentés en candidature, après, c'est le vote qui fonctionne. C'est le vote des Togolais de l'extérieur en nombre illimité, parce qu'il n'y a pas de limitation du nombre. Dès que vous êtes Togolais de l'extérieur, que vous avez vos pièces justificatives pour justifier de vos identités, vous êtes votant et vous votez pendant la période de vote qui va courir selon un calendrier qui figure sur le site internet. Alors, en l'occurrence, c'est du 20 septembre au 30 septembre qu'il y aura le vote. Safiou Radji, je vais me faire maintenant le porte-parole des Togolais de l'extérieur qui nous suivent en ce moment et qui sont en train de ruminer cette question. Et elle revient à toutes les discussions que la diaspora a avec le gouvernement. Quand est-ce que la diaspora va voter lors des élections au Togo? Est-ce qu'avec le HTE, nous sommes en train d'aller vers à relever ce défi? Si vous permettez, Gaëtan, sur cette question, je vais vraiment être très prudent. Je le dis avant de répondre. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas répondre. Vous me connaissez, je sais faire la part des choses. Vous me permettez d'être prudent parce que la question du vote des Togolais de l'extérieur, c'est une question qui relève de la compétence de plusieurs ministères. Je ne travaille que avec le ministère des Affaires étrangères, donc je suis très prudent dans la manière d'aborder ce sujet et je tiens à le dire d'avance pour éviter qu'il y ait une interprétation hasardeuse de mes propos. Donc je parle d'abord simplement en tant que citoyen, même pas comme expert. Ce que je vois, c'est quoi? C'est qu'en fait, cette question qui vient de manière récurrente du droit de vote, c'est une question
qui pour l'instant n'a pas pu être abordé directement dans un cadre où il y a à la fois la diaspora et le gouvernement. Tout le monde le reconnaît ça, c'est un fait. Donc, ma perception, je dis bien une simple perception de citoyen, c'est qu'une instance comme le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur peut être déjà le début, du commencement d'une instance pour dialoguer de ce genre de sujet. Mais ça ne peut pas être que ces sujets-là. Parce que dans mon esprit, cette instance doit permettre de travailler à la fois sur les devoirs, mais aussi sur les droits. C'est ça aussi qui peut permettre d'avoir l'équilibre que le gouvernement, quelque part, attend. On est quand même d'accord que c'est un sujet important. Mais bien sûr que c'est un sujet important. Le ministre, son Excellence, le professeur Robert Doucet, y a répondu quand il a fait le lancement du Haut Conseil en disant que c'est une question qui est dans l'agenda, qui fait l'objet d'un traitement qui est en cours, que le moment venu, les choses seront précisées. C'est pour ça que moi, je reste dans ce cadre-là, où je sais que le travail qui est fait là, de démontrer la capacité de la diaspora à s'engager, à s'approprier d'un projet gouvernemental qui leur permet de disposer d'une tribune, d'une plateforme pour discuter avec le dialogue, c'est aussi un test de l'engagement de la diaspora. Si la diaspora s'approprie ce projet, si les représentants des associations importantes rentrent dans ce cadre qui permet de traiter des droits et des devoirs, pour moi, naturellement, la question du droit de vote sera abordée dans ce cadre-là et trouvera une solution, de mon point de vue, plus naturelle dans ce cadre-là. C'est ça mon point de vue de citoyen, de simple citoyen, membre de la diaspora. Mais je peux vous dire que je ne cache pas le fait que je milite activement pour que cette question du droit de vote, comme le souhaite le ministre, comme le souhaite le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, que cette question soit réglée et qu'on dépasse cette espèce de mur qui crée d'autres confusions inutiles, quoi. Parce que quand vous voyez comment les autres diasporas dans d'autres pays, figurez-vous qu'en Éthiopie, ils devaient construire un barrage qui devait être financé par les partenaires au développement. Les membres de la diaspora éthiopienne ont décidé de financer ce barrage. Tout le monde croyait que c'était une espèce d'excès de zèle, etc. Ils ont financé le barrage pour l'Éthiopie. Donc c'est ça dont je rêve pour mon pays. Et ça, c'est possible quand il y a une instance qui permet de réunir des grosses structures qui représentent la diaspora, des gens qui sont vraiment influents, des gens qui peuvent vraiment peser sur les choses dans un cadre où ils peuvent parler directement au gouvernement. Parce que quoi que l'on dise, au Togo, le gouvernement écoute. Et là, j'en parle en tant qu'expert qui a fait le tour du monde entier. Dans ce pays, on écoute. Safi Ouradji, est-ce que le fait que la diaspora n'a pas ce droit de vote ne la freine pas dans sa participation active au développement du pays? De toutes les façons, ce qu'essaie de faire notre ministère, c'est de faire la démonstration par l'inverse. Nous, on dit que quand on aura cette instance de dialogue, de concertation, ça ne peut qu'accélérer tous les processus. Que ce soit pour l'implication politique, mais aussi pour l'implication économique, mais aussi pour l'implication sociale. Parce que là, je ne suis pas à revenir sur tous les projets que va porter le Haut Conseil, qui est vraiment une instance qui va fédérer des projets au Togo, qui va fédérer le volontariat économique et social au Togo, qui va porter un certain nombre de projets sur le terrain, dans les communautés. Avec les élections qui ont eu lieu, les communautés ont besoin de soutien extérieur. Et la diaspora peut être les meilleurs ambassadeurs des communautés togolaises à l'extérieur pour faire des jumelages, pour regarder comment on peut aider. Safi Ouradji, nous tirons vers la fin de cet entretien. Qu'attendez-vous des Togolais de l'extérieur pour la concrétisation de ce projet de création d'un haut conseil pour eux? D'abord, qu'ils s'approprient le projet. Qu'ils s'approprient le projet. Pourquoi j'insiste sur cet aspect? Parce que dans ce genre d'approche où un gouvernement, pour des questions de responsabilité aussi, de souveraineté, prend l'initiative de mettre en place un cadre de discussion, c'est très important que les attendus, les représentants des associations qui sont attendus dans ces structures comprennent la démarche, s'y associent et en fassent un bon usage. Parce qu'on est vraiment un carrefour pour notre pays. Si ce Haut Conseil prend la dimension qu'elle doit prendre et qu'elle devient la structure vraiment où le dialogue a lieu au Togo et à l'extérieur, je vous assure, ça peut changer beaucoup de choses. Je sais de quoi je parle. Parce que nous qui sommes à l'extérieur, on voit comment des fois un certain nombre de soucis venant de la diaspora peut détériorer l'image de notre pays. Et on en souffre tous. Même les gens qui sont à l'origine de ces problèmes, ils souffrent du fait que ça dégrade l'image de leur pays. Donc, il s'agit aussi d'un exercice qui demande notre engagement à tous en tant que patriotes. On doit tous faire en sorte que ces structures existent parce que c'est aussi quelque chose qui va ouvrir une nouvelle page pour l'histoire de notre pays. C'est une instance qui n'existait pas dans l'histoire de notre pays. Elle va exister, elle va porter un message nouveau vis-à-vis de la diaspora, mais aussi
au bénéfice du développement national. C'est votre appel, Safiou Hadji. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes expert comptable, grand spécialiste de cette question de la diaspora. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Invité Afrique. L'émission que vous venez de suivre vous est offerte par l'École supérieure des affaires, ESA, le label des diplômes de qualité.